Bonjour. Le replay que vous allez voir est une conférence que j'ai faite dans le cadre de Mythodologie, qui est une association qui promeut le raisonnement critique et la démarche scientifique. On essaie de faire des conférences, des ateliers sur des sujets de toutes sortes, mais toujours dans cette idée de diffuser les outils de la pensée critique. Tous les mois, on a un rendez-vous mensuel au Hub, à côté de la gare, où on essaie à chaque fois de susciter la curiosité, de développer la réflexion. Et ce mois-ci, élection oblige, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de parler l'évaluation des politiques publiques. Alors, c'est une première captation, donc il y a eu des petits problèmes techniques, c'est pour ça que j'ai décidé de refaire l'introduction, mais à un moment donné, vous allez voir que ça se lance bien, il y a des petites questions à la fin qui ont été gardées, et surtout, n'hésitez pas à aller dans la description, voir un petit peu nos réseaux sociaux, notre newsletter pour un peu suivre notre actualité, Par exemple, cet été, on va être à l'été au parc à Grenoble, où on continue d'être au Hub tous les mois. Si vous êtes une salle, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, nous solliciter. Et évidemment, en description, vous trouverez aussi toutes les sources, les ressources pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet de l'évaluation. Je vous souhaite un bon replay. Attaquons du coup la conférence, évaluer une politique publique avec la science, point d'interrogation. Alors, en guise d'accroche, je présente un petit peu d'où je parle, qui je suis. Donc je m'appelle Hugo, mais on me connaît sur les réseaux sociaux comme Tranxen. J'ai fait de la sociologie au départ, et ensuite je me suis mis à vulgariser les sciences humaines et sociales, les sciences politiques, dans mes articles, dans mes vidéos. Et donc je m'investis dans beaucoup d'associations qui parlent un petit peu de science, d'esprit critique, d'alternatives libres à YouTube. C'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. Et je précise pour cette conférence du coup que je suis politisé, j'ai des affinités politiques, des préférences politiques comme beaucoup de gens, comme tout le monde, mais par contre je suis pas encarté dans un parti. Donc le but de cette conférence, c'est pas de dire pour qui voter, pour qui c'est mieux de voter, etc. C'est pas le sujet. Mon objectif, ce serait plus de faire découvrir cette discipline. Je fréquente donc des militants et des pro-sciences, des personnes qui baignent un peu dans la culture scientifique, et c'est parfois des mondes qui s'ignorent. Côté fan de science, on a un petit peu cette idée que les politiciens font des choses pour se faire bien voir, mais n'ont aucun recul, ignorent complètement les données scientifiques, ignorent la science, ignorent la recherche, notamment quand on parle d'écologie. On entend ça souvent. Et côté militant, on a un petit peu des confusions quand on parle de science, entre la science et l'application, la donnée scientifique et la technique qui en est faite ensuite, Big Pharma, ce genre de choses. Et finalement, on a un peu cette tentation de dire qu'il y a une bonne chose à faire, genre mais pourquoi le gouvernement ne fait pas ça, c'est la chose à faire, ce n'est que du pragmatisme. On va se focaliser beaucoup sur de l'idéologie quand on parle d'un choix politique, en se disant bah voilà, lui il est de mon idéologie ou il est pas de mon idéologie, donc je vais être d'accord, pas d'accord, sans forcément aller regarder des données scientifiques derrière. Suite à ce genre d'un petit peu de constat de friction, on a une discipline qui a émergé. Il s'agit bien sûr de l'évaluation des politiques publiques. Globalement, l'idée, c'est d'utiliser les outils des sciences humaines et sociales, les sciences économiques, donc c'est-à-dire ça peut être des stats, ça peut être des questionnaires, ça peut être des entretiens, et l'objet, c'est d'évaluer les effets et comprendre une politique publique, comprendre des politiques publiques. Les politiques publiques à évaluer sont infinies, et du coup, on a une pléthore d'outils pour le faire. Et ça permet idéalement d'améliorer la décision. Je précise du coup que ça utilise les outils des sciences humaines et sociales, mais c'est pas une discipline scientifique à proprement parler. Notamment, il y a une différence dans la mise en commun des savoirs. Classiquement, en sciences, on va utiliser des outils et on va en sortir une publication qui va être faite dans des revues, potentiellement des revues scientifiques à comité de lecture. Et là, du coup, ça permet qu'il y ait une mise en commun des savoirs, une cumulation des savoirs. Dans l'évaluation, on est plutôt sur un système de commande. Par exemple, une collectivité qui a besoin d'évaluer une de ses politiques publiques, qui va aller chercher des chercheurs spécialisés dans ce domaine ou dans l'évaluation, et ensuite ces chercheurs vont rendre un gros dossier à l'issue de tout ça. Donc potentiellement, ça peut être des rapports, des articles qui sont mis publiquement, et potentiellement, c'est des rapports qui ne sont donnés que aux commanditaires, et qui sont lus par très peu de personnes, donc on perd cette notion un petit peu de cumulativité des savoirs. On va explorer un petit peu tout ça. Le premier aspect que j'ai envie de vous montrer, c'est la complexité un petit peu de ce genre de sujet. Pour ça, on va imaginer une ville, une petite ville, avec un maire, qui se prend l'envie à un moment donné de dire que il veut prendre soin des personnes âgées, il veut que les personnes âgées dans les maisons de retraite soient heureuses. Donc pour ça, il va débloquer quelques crédits et mettre en place des interventions d'artistes dans les maisons de retraite. Mais les retours sont plutôt mitigés. Côté retraité comme côté personnel, les retours sont plutôt mitigés. Donc, il va commanditer un questionnaire, prendre des ressentis un petit peu des personnes âgées, présentes sur place, voir ce qui se passe, et il comprend que
Ce qu'attendent les personnes âgées de ces maisons de retraite, c'est plutôt des clowns. Alors qu'à ça ne tienne, ils gardent cet objectif, mais les crédits vont servir à faire des interventions de clowns. Et là, super, les maisons de retraite sont très contentes, l'évaluation a permis d'améliorer un petit peu le moyen d'atteindre notre objectif, c'est super. Mais, évidemment, la politique, ça ne s'arrête pas là. On va garder cet exemple, on va imaginer que quelques années se passent, les élections municipales, le maire change, et lui, cette fois-ci, son objectif, c'est de faire de l'activité économique. Il n'est pas contre faire plaisir aux personnes âgées, évidemment, mais voilà, son objectif, c'est vraiment de développer l'activité économique de sa ville, de son territoire. Le problème, c'est que les clowns, ça crée pas beaucoup d'activité économique. Du coup, de nouveau, les retours sont mitigés. Si les retours sont mitigés, c'est pas les personnes âgées dont il est question là. En l'occurrence, c'est l'objectif qui est de faire du développement économique. Donc, les personnes qui font les retours sont plus les mêmes. Quand on fait d'évaluation, évidemment que ce genre de choses, qui fixe les objectifs, qui on va interroger, vous comprenez que ça change tout. Voilà. Suite à ce retour mitigé, nouvelle évaluation commandée. Cette fois-ci, on va plutôt passer par des statistiques. Le nouveau maire, il va demander que là, on croise un petit peu différentes possibilités, différents scénarios de qui on pourrait faire venir dans les maisons de retraite. Ce qui en ressort, c'est que c'est plutôt les prestidigitateurs qui permettent de développer un peu l'activité de la commune. En l'occurrence, parce qu'il y a un élevage de lapins, parce qu'il y a un magasin de magiciens dans la ville. Voilà, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Donc on garde notre objectif, mais cette fois-ci, ça va être plutôt des magiciens qui vont faire des petits tours de magie dans les maisons de retraite pour faire plaisir aux personnes âgées, et ça va effectivement pas mal générer d'activités économiques sur le territoire. De là, les retours sont plutôt positifs. Les personnes âgées préféraient les clowns, mais en même temps, voilà, on a un petit peu de retour mitigé. Vous avez peut-être vu à cet exemple que, à tous les moments, la culture, le contexte politique va agir sur tout ça. Voilà, donc on ne peut pas s'isoler d'un contexte politique, et du coup, le contexte politique va être toujours très important sur ce qu'on évalue, et on va pas pouvoir avoir un effet propre, quel que soit le contexte, entre guillemets. Et surtout, les critères de réussite, ça dépend de l'objectif, donc de l'idéologie du moment, etc., etc. Moi, c'est ce que j'aime un petit peu dans ce champ d'évaluation, c'est l'expérimentation des politiques publiques. Et j'ai décidé de prendre l'exemple de politique de santé pour lutter contre la malaria. Le paludisme, ça se combat du coup potentiellement par des moustiquaires que les gens installent chez eux, qui sont imbibés d'anti-moustiques. Il y a une hypothèse qui disait, si on distribue massivement, gratuitement, à des populations des moustiquaires, ok, peut-être que ça réglera pour quelques personnes. Le problème, c'est que quand on distribue gratuitement quelque chose aux gens, les gens, ils prennent pas soin des moustiquaires. Les gens, ils n'ont pas la vraie valeur de l'objet, du coup, ils n'utilisent pas, ou alors ils n'en prennent pas soin. Et du coup, au final, on aura distribué massivement des moustiquaires pour rien. Pas grand-chose. Voilà, ça, c'était l'hypothèse. Les travaux de Jessica Cohen et Pascaline Dupas, ils étaient là pour tester cette hypothèse. Tester, est-ce que cette hypothèse est vraie ou pas. Et du coup, ils faisaient varier plusieurs prix de moustiquaires. Et regardez ce qui se passait quand on avait 0% du prix, donc gratuit, 10%, 20%, jusqu'à 50%. Et en fonction de ça, ils regardaient qu'est-ce qui était le plus efficace pour que les gens aient recours à cet outil de la moustiquaire. Et assez nettement, c'était la gratuité le plus efficace. L'hypothèse ne se vérifie pas, les gens prennent soin, parce qu'il y a une notion de vie ou de mort quand même dans le paludisme à un moment donné, donc les gens ont quand même massivement recours à ces moustiquaires, et du coup les résultats sont très efficaces. Ils ont été répliqués plusieurs fois, ils ont été discutés, ils ont été publiés dans les revues, etc. Ce qui a entraîné beaucoup de politiques publiques, d'ONG, de différents gouvernements pour distribuer massivement, notamment en Afrique, des moustiquaires. Et ça a permis de réduire drastiquement le nombre de cas de paludisme, de plusieurs centaines de millions de cas en moins, rien qu'avec les moustiquaires. C'est assez énorme. Cet exemple vient de Esther Duflo, qui est professeure au Collège de France. Esther Duflo, qui est devenue un peu connue parce que non seulement elle est une femme qui a reçu le prix Nobel, je fais des guillemets, le prix Nobel d'économie il y a quelques années, et une femme française, même si elle fait sa carrière aux États-Unis, c'est quand même exceptionnel. Et donc elle représente un peu ce courant qui dit on va évaluer des politiques publiques et essayer de faire des des politiques publiques basées sur les preuves un peu expérimentales, comme on aurait en médecine, on testerait des politiques. Et comme en médecine, on a un peu des fois des groupes contrôle, expériences randomisées contrôlées. Donc dans l'idée, on a une politique publique qu'on veut tester, genre sur la pauvreté, sur le développement économique. On prend deux villages qui se ressemblent, qui ont une sociologie, une géographie un peu similaire.
on fait la politique dans un cas et pas dans l'autre. Donc on a un groupe témoin et un groupe testé. Et au bout de quelques années, on se dit tiens, il y a eu une différence dans un de deux villages, donc peut-être que la politique qu'on veut tester a une efficacité ou au contraire est inefficace, donc ça permet d'avoir des données. Immédiatement, quand je dis ça, on me dit attention, faut pas tomber dans le scientisme. Effectivement, faut pas se dire que fondé sur les preuves, ça veut dire qu'on arrête de débattre et on dit voilà, il y a une politique qui est la bonne et qui est efficace, qui est prouvée par la science. Il n'y a plus de rentrer chez vous, il n'y a plus besoin de. On construit des politiques publiques sur des preuves et des données solides. Par contre, il faut toujours qu'on discute politiquement, démocratiquement, de ce qu'on fait, notamment des objectifs qu'on essaie de viser. Parce qu'on peut dire, ok, quels sont les moyens d'atteindre nos objectifs. Par contre, les buts qu'on va suivre ne sont pas les mêmes en fonction, comme je dis, des idéologies qu'on va avoir ou du contexte. La science n'est pas là pour prescrire des choses ou donner des données définitives. Donc, par exemple, quand on a une accumulation de richesses qui se fait, les gens qui dorment dans la rue, il y a des gens qui disent bah voilà, c'est pas normal que des gens s'enrichissent, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui dorment dans la rue, et d'autres qui disent bah c'est normal que des gens s'enrichissent et on s'en fout que les gens dorment dans la rue. Voilà. Donc les objectifs vont être à un moment donné politiques, et du coup il peut pas y avoir un moment où on a suffisamment de données, de preuves pour être capable de prouver définitivement que telle politique marche ou ne marche pas, ou c'est la bonne affaire dans l'absolu. Genre il faudrait être pragmatique et faire ça. Voilà, malheureusement, ça n'arrivera pas. Et voilà, j'ai mis une petite citation d'Esther Duflo qui dit basiquement que pour la croissance, on a maintenant des bases de données Excel de plus en plus gigantesques sur des années, des centaines de pays. Mais il n'y a pas un moment donné où on va avoir une formule mathématique qui va nous dire pour faire de la croissance, il faut ça. Un principe très important à comprendre pour un peu, toujours dans ce tour d'horizon de ce que c'est l'évaluation des politiques publiques, c'est la loi de Campbell. Donc on va mettre en place dans une évaluation des indicateurs pour dire ok, est-ce que le taux de chômage, est-ce que tel truc a augmenté, baissé et tout avec une politique. Mais à un moment donné, si on met en place des indicateurs, ils vont toujours être potentiellement manipulés, il va y avoir une espèce de hack qui va se mettre en place. Plus on va mettre le focus sur un indicateur, plus potentiellement l'indicateur il va devenir inefficace. J'ai mis un cobra parce que ça reproche beaucoup à ce qu'on appelle l'effet cobra dans d'autres domaines, en économie, en écologie. L'histoire, pour vous la raconter, c'était à l'époque où il y avait donc on était à l'époque où l'Inde était une colonie britannique, on est à Delhi. Il y a un problème de cobra dans les villes de Delhi. Il y a trop de cobras. Du coup, il y a une politique du gouvernement qui décide de dire si vous nous ramenez des cobras morts, on vous donne un petit peu d'argent, on vous donne une petite prime. Ils ramènent plein de cobras, et puis il y a une petite économie parallèle qui commence à se mettre en place à Delhi autour des cobras. Du coup, il y a même des éleveurs de cobras qui commencent à élever des cobras exprès. Comme ça, ils les élèvent un peu, chaque il y a des gens qui les tuent, ils les amènent au gouvernement. Et comme ça, voilà, une petite économie parallèle qui se met en place. Quand le gouvernement se rend compte, ils arrêtent de verser la prime. Du coup, les éleveurs de cobras perdent leur business. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils relâchent les cobras dans les rues de Delhi. Du coup, les cobras se multiplient et du coup, on se retrouve avec plus de cobras dans les rues de Delhi qu'il n'y en avait avant. Vous voyez ? Donc, en pensant régler le problème, on a en fait empiré le problème de la situation de départ. Et comme dit, en écologie, en économie, des fois, on se dit il faut faire un truc, on fait quelque chose, et en fait, on se rend compte qu'il y a on fait plutôt empirer le problème. On a toujours un peu ce risque de trop influencer quand on évalue quelque chose, ce qu'on évalue, et du coup l'évaluation devient moins pertinente. Oui, c'est toujours. La dernière chose, c'est de savoir qui fait l'évaluation. En fait, il y a plein de choses, vous serez surpris, je pense, du nombre d'évaluations qui est fait toute l'année, mais la question c'est par qui. Et en fait, chaque évaluation est faite différemment, et potentiellement, il y en a qui sont très bien faites, et d'autres qui sont très mal faites. Comme je disais, donc, on a des chercheurs, des laboratoires spécialisés, donc il y a un master, comme je disais, à Grenoble, une petite spécialité d'évaluation et d'expérimentation des politiques publiques. Des fois, c'est des chercheurs, des fois, c'est des chargés de mission évaluation qui sont embauchés par la ville, par la région, par les grands corps d'État, genre Cour des comptes, etc. Donc, c'est des fonctionnaires qui sont potentiellement formés avec une formation scientifique, des fois non. Donc, des fois, ils doivent s'y mettre un peu après coup. Et des fois, c'est des cabinets privés, cabinets de conseil. Potentiellement, il y en a des petits qui sont financés surtout par l'État, et il y en a des internationaux, et j'ai mis effectivement celui qui a défrayé la chronique, on va dire, il y a quelques années, qui est McKinsey. Parce que on a beaucoup entendu parler quand
quand les gens se sont rendus compte du pognon un peu de dingue qu'on mettait dans ces cabinets type McKinsey, pour au final des conseils et des évaluations qui sont pas terribles, scientifiquement parlant, ou politiquement parlant. Par exemple, c'est McKinsey et un truc qui s'appelle Affordance, attendez, j'ai là, hop, Accenture. Donc c'est deux cabinets de conseil qui ont fait l'évaluation de la politique nationale de santé 2018-2022. Voilà. Donc on a mis beaucoup d'argent dans ces deux cabinets pour faire une évaluation de politique de santé de l'État. Et du coup, voilà, potentiellement, on aurait pu donner ça à des chercheurs, qu'il y a un choix politique à un moment donné qui est fait de qui est-ce qui évalue. Et évidemment, les conseils qui sortent à la fin, quand on fait un rendu, c'est souvent des gros rapports de centaines de pages, avec dans la conclusion des petites préconisations de ce qu'il faut faire. Évidemment, entre des chercheurs et des cabinets privés, ça peut être d'autres conseils différents. Il y a un cas particulier qui sont les rapports parlementaires qui peuvent s'approcher un peu d'évaluation. Les rapports parlementaires, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais il y en a de toutes sortes. Ça peut être un député tout seul qui fait son truc, parce qu'il a un projet de loi un peu en tête, donc il dit on va faire l'état des lieux de tel champ social pour vraiment à la fin mettre plein de préconisations de lui ce qu'il veut faire. Mais potentiellement, des fois, ça fait de manière transpartisane, on appelle ça, donc c'est des commissions d'enquête, c'est des commissions parlementaires, et les préconisations qui sont faites peuvent être très consensuelles, donc potentiellement ça se passe bien, tout le monde joue le jeu. Là j'ai mis les photos d'Aurélien Saintou, les deux, comment il s'appelle, Quentin Bataillon, du coup respectivement LFI et majorité présidentielle. Récemment ils ont fait une commission d'enquête sur la TNT, et du coup ça a fait beaucoup parler, parce qu'il y avait Bolloré, Hanouna, Yann Barthès, il y avait plein de gens qui sont venus, et dans ces cas-là en fait on fait des auditions. Les députés de tous les bords choisissent qui ils veulent faire venir et quelles questions ils veulent leur faire. Et du coup, potentiellement, des fois, il y a des chercheurs, des chercheuses qui viennent parler de leur expertise. Et ça, et c'est traduit ensuite en préconisation politique, en projet de loi. Donc voilà, potentiellement, tout le monde s'y met. Évidemment, la petite commune du coin n'aura pas forcément des postes chargés de mission évaluation dédiés. Mais voilà, ça fait une culture d'évaluation qui se développe. Mais tout ça, c'est bien beau, mais en pratique, est-ce que c'est vraiment si idyllique que ça? Parce que là, je vous parle de l'histoire du flow, des cas où ça se passe vraiment très bien. C'est vrai qu'il y a une culture d'évaluation qui se met en place, mais les résultats de ces évaluations ne sont pas forcément suivis de décisions concrètes derrière. On n'a pas une obligation, quand on est élu, de changer en fonction des données qui nous apportent ce qu'on est en train de faire. Du coup, des fois, il y a des résultats qui ne nous arrangent pas, donc potentiellement, on est en responsabilité, on peut ne pas les prendre en compte. Ou, ce qui arrive beaucoup plus souvent, c'est une sorte d'interprétation, une instrumentalisation. Par exemple, comme je dis, c'est tellement complexe les politiques publiques que tu peux dire, ok, je vois qu'il y a une évaluation d'une politique qui ressemble beaucoup à celle que je veux mettre en place, mais l'évaluation, elle a été faite il y a 10 ans sur tel autre territoire qui n'a rien à voir avec le nôtre, donc faites-moi confiance, sur le nôtre, ça va vachement mieux marcher. Et potentiellement, c'est possible, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des politiques qui marchent dans un cas et pas dans un autre. Du coup, on peut toujours avoir cette excuse-là, facile, de dire c'était dans un autre contexte, aujourd'hui ça se passera différemment, en positif ou en négatif. Donc voilà, chacun va pouvoir interpréter. Du coup, je voulais un petit peu, maintenant qu'on a un petit peu fait un tour d'horizon de qu'est-ce que c'est une évaluation, voir un petit peu comment ça se passe en pratique. Donc j'ai trouvé 2 exemples. On va passer au premier, qui est donc le CICE. Est-ce que vous vous souvenez du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi? Voilà, j'ai mis un petit schéma pour expliquer si vous vous souvenez pas. Donc crédit d'impôt, donc ça fait un manque à gagner, donc c'est comme si symboliquement il y avait des sous qui étaient de l'État vers les entreprises. Les entreprises dégagent des marges, les entreprises ont une meilleure productivité, un meilleur chiffre d'affaires, et de cette productivité, à un moment donné, elles devront pouvoir embaucher. C'est un peu l'idée du CICE. C'était en 2013 que ça commence à être mis en place. Et on a sur une politique de l'offre, qu'on appelle en macroéconomie une politique de l'offre. Donc vraiment, on va relancer l'activité par l'entreprise, parce que c'est elle qui crée la valeur. Et du coup, on a 20 milliards par an qui sont mis en place à partir de 2013. 20 milliards, c'est beaucoup même pour le budget de l'État, donc ça fait quand même une grosse ambition, et jusqu'à potentiellement 1 million d'embauches qui seraient créées en quelques années grâce à ça. Voilà, il y a un paradigme qui ressort de tout ça. C'est important de le dire, parce qu'il y a voilà, quand on fait une politique publique, on a toujours une histoire, ça s'inscrit toujours dans une certaine dynamique, une certaine représentation du monde. Donc on se dit comment est-ce que la société fonctionne,
pour créer notre politique publique, comment est-ce qu'elle devrait être, comment elle devrait fonctionner. Et là, voilà, comme dit, c'est politique de l'offre. Théorie du ruissellement, c'est peut-être aussi ce que c'est que l'idée, c'est qu'on laisse les grosses fortunes, les grosses entreprises amasser beaucoup d'argent, et à un moment donné, elles vont réinvestir ça dans l'économie, ça va créer des emplois pour les autres personnes moins riches. Du coup, symboliquement, ça va ruisseler sur les autres. Du coup, voilà, faut pas trop les taxer, faut pas trop les brusquer, les grandes fortunes. Sachez que la théorie du ruissellement n'a jamais été démontrée en économie. Voilà, je pose ça au passage. Comité de suivi et évaluation, qui est mis en place à partir de 2013, surtout jusqu'en 2017, au moment où il y a un changement de quinquennat, où on regarde justement dans ce comité de suivi, année après année, mois après mois, comment est-ce que l'argent a été utilisé, qui sont les entreprises qui le touchent le plus, est-ce qu'elles embauchent beaucoup, si elles embauchent dans quel secteur, etc. etc. Et je note au passage, mais c'est un comité de suivi qui est chapeauté donc, par commissaire au plan, ça s'appelle France Stratégie maintenant. Et dedans, il y avait des chercheurs, il y avait des gens représentants des employés, de l'administration, représentants des patrons, et des parlementaires. Du coup, voilà, il y a une évaluation un petit peu commune qui était faite. Je précise parce que voilà, qu'on ne me dise pas que je cherche les chercheurs en islamo-gauchisme, là, c'est des chiffres qui viennent aussi de grands corps d'État. Bon, effectivement, il n'y a pas eu 1 million de personnes. Je ne vais pas forcément vous surprendre, j'espère que personne n'est déçu. Il n'y a pas eu 1 million d'embauches liées au CICE. On est plus voilà, sur des chiffres d'entre 100 000 160 000 personnes jusqu'en 2017. Les marges des entreprises, des dividendes des entreprises, ça va. Sur cette partie-là, ça a été un franc succès. C'est vrai que le côté ruissellement, par contre, ça n'a pas beaucoup marché, ça n'a pas beaucoup ruisselé. Quand on essaye d'aller un peu plus sur d'autres estimations jusqu'en 2019, le meilleur chiffre que j'ai trouvé sur le CICE comme effet propre vraiment que ça a fait jusqu'en 2019, ce serait 240 000 emplois créés. Voilà. Ce qui est, c'est bien 240 000 si vous voulez, mais on parle quand même de 20 milliards par an de 2013 à 2019. Voilà, donc, en termes d'efficacité, peut-être qu'il y avait moyen de mettre l'argent autre part pour recréer de l'emploi différemment. Poste de fonctionnaires, peut-être. Effectivement, dans le budget de l'État, c'est un gros manque à gagner du CICE. Et du coup, quand il y a eu ces résultats qui sont montés, évidemment, voilà, les gouvernements ont immédiatement arrêté cette politique inefficace, qui avait peu de chances de marcher, qui coûte un pognon de balle. Je déconne, évidemment, ils n'ont pas du tout arrêté. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été reconduit chaque année. Ça a été transformé effectivement en réduction générale de cotisation patronale. Donc c'est toujours une politique de l'offre, mais faite différemment. Et de toute façon, en fait, les résultats de 2017, 2019, machin, en fait, on n'a pas attendu. C'est-à-dire que déjà, à l'époque, dans le quinquennat Hollande, le ministre de l'époque de l'économie, s'en fout de son nom, appelons Emmanuel M, ce monsieur M disait qu'il fallait pérenniser ce dispositif. Peu importe les résultats étaient là de toute façon. Alors que non. Et du coup, c'est transformé en cotisation exonération de cotisation sociale. Et en fait, voilà, des réductions de cotisation, c'est toujours un manque à gagner assez fort. Ça représente à peu près 68 milliards par an. Donc voilà, genre crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt bidule. Crédit d'impôt recherche, par exemple, c'est 7 milliards. Bah, par exemple, on peut évaluer, est-ce que ça sert vraiment à créer des emplois dans la recherche? Est-ce que c'est vraiment efficace? Là encore, non. On pourrait peut-être du coup financer des postes de chercheurs directement, c'est aussi possible. À ce stade, il faut que je précise un truc, c'est que vous pouvez aimer voilà, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, les choix qui font la politique de l'offre. En fait, c'est pas tant le sujet. Moi, mon but, c'est pas aujourd'hui de questionner quels sont. Est-ce que vous avez des bons objectifs politiques dans ces segments, parce que ça, c'est un truc très philosophique, très politique. Moi, ma question, c'est de savoir aujourd'hui quels sont les meilleurs moyens pour atteindre nos objectifs. Voilà. Et ça, potentiellement, il y a des méthodes justement scientifiques qui essaient de le voir. Et là, l'objectif, c'était très clairement dit dans le titre du CICE, c'était créer de la compétitivité, créer des emplois. Le moyen n'est pas efficace. Là, pour le coup, c'est assez net, c'est que c'est très peu efficace. Donc, si jamais on veut reconduire une autre politique de l'offre, il faut prendre en compte ce fait que ça n'a pas marché. Et se dire, ok, ben là, est-ce qu'il ne faudrait pas cibler plus les entreprises, le grand, les petites entreprises, ou alors est-ce qu'il ne faut pas demander des garanties? Parce que là, on leur donnait des sous sans vraiment d'obligation. On doit pouvoir évaluer des politiques, surtout quand il y a beaucoup d'argent en jeu, et potentiellement se dire, ok,
là je le vois qu'il y a un échec, il faut le transformer. L'autre exemple, passons à l'autre exemple, la création du RSA. Le contexte, du coup là on repart quelques années en arrière, on est en 2007, c'est ça, 2007. Sous le début du quinquennat de Sarkozy, il y a le revenu minimum d'insertion qui existe, le RMI. Le RMI existe, mais il n'est pas très populaire, il est un peu critiqué. Du coup, il faudra des résultats probants. Voilà. Des gens comme Martin Hirsch qui disent on pourrait expérimenter, on pourrait vraiment faire comme ils font depuis quelques années aux États-Unis. On va expérimenter une politique, un nouveau RMI différent. Et de cette expérimentation sur plusieurs années, on aura des résultats probants pour savoir qu'est-ce qu'il faut généraliser ou pas. C'est quand même pas con comme idée. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous vous doutez bien qu'il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à généraliser dans les politiques publiques. Des choses qui peuvent facilement être testées à un petit échec, qui ne sont pas forcément simples à généraliser. On va expérimenter un nouveau revenu minima social. Le nouveau minima social, du coup, Martin Hirsch, qui était à l'époque, c'était le haut commissaire en solidarité active. Donc voilà, on va dire solidarité active, parce que ça fait bien active dans le nom. Voilà, qui serait plus incitatif que le RMI, avec une idée que ça permet de mieux retourner à l'emploi. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'idée, c'est que le RSA il disparaît pas dès qu'on retrouve un emploi, il disparaît progressivement en fonction de nos revenus qui augmentent. Et du coup, ça permet d'inciter, mais pas de remplacer un salaire. Et du coup, là, on reste sur un niveau de 400, 500, et du coup, on est au-dessus du seuil de pauvreté. Du coup, comme ça, on est incité à quand même retrouver un emploi. Et ça se fait progressivement, ça accompagne. C'est un peu la logique du RSA de l'époque. Donc, nouveau minima social, on va mettre en place une expérience, la plus grande expérimentation, c'est un truc de fou, sur l'ensemble de la France, plusieurs départements, qui vont tester ce nouveau RSA pendant 3 ans. Et Martin Hirsch dit, franchement, avec ça, le RSA, ça va être la dinguerie, ça va être une révolution. 1 million de personnes peuvent franchir immédiatement le seuil de pauvreté grâce au RSA. Ils aiment bien le 1 million de personnes, vous avez remarqué, ça fait 1 million, ça fait beaucoup de zéros. Et là encore, je vais peut-être décevoir terriblement certaines personnes, mais immédiatement, 1 million de personnes ne sont pas sorties de seuil de pauvreté suite à la mise en place du RSA. Je sais que vous êtes très déçus. Mais ça a quand même été généralisé sur la base de résultats probants. Mais dans le projet de loi, il est marqué « Résultats de l'expérimentation sont probants, il faut généraliser ». Alors que aujourd'hui, on a tendance à toujours dire que le RSA, c'est pas super cool. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a eu un vote assez rapide. Le vote s'est fait en décembre 2008. Premier jour, décembre 2008, la loi est votée. Le RSA est généralisé et mis en place en juin 2009. Donc déjà, on a voté sur la base de résultats intermédiaires. L'idée, c'est d'avoir une expérimentation sur 3 ans, comme ça on a des données avec du recul. Finalement, c'est généralisé avant même la fin de la première année. Donc on a des résultats intermédiaires, c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu dans la précipitation, surtout la méthode, elle n'est pas incroyable, parce qu'en médecine, on a quand même une certaine idée de ce qui s'appelle des essais randomisés contrôlés. On peut tester un médicament, l'effet propre, on a un placebo. Sauf que là, tester une politique sociale, les gens, c'est pas forcément simple de mettre en place un placebo, un double aveugle. On peut pas faire un placebo de politique sociale, parce que les gens, ils voient bien s'ils ont des sous sur leur compte ou pas. Voilà. Du coup, on a un problème qui est assez connu dans les autres disciplines, c'est que si on dit qu'on a des bénéficiaires, vous êtes en train de participer à une expérience d'une nouvelle politique publique, machin, ça a impacté en fait ce qu'on fait. Donc, comme je vous disais, c'est ça le facteur de distorsion. Et du coup, c'est plus dur de mesurer ce que ça va avoir un impact sur ce qu'on essaie de regarder. Et pareil, quand on a des départements qui sont volontaires pour tester le nouveau revenu minimal, ils ont sélectionné les bouts du territoire qui étaient les plus dynamiques pour que justement le RSA ait un effet plus efficace qu'il ne l'est en réalité. Du coup, ça fausse un petit peu les résultats, même s'ils sont intermédiaires. Donc, quand on a le vote qui arrive, Martin Hirsch, il disait « Le taux de retour à l'emploi dans les zones testées, les zones avec le RSA, il est de 30% supérieur au taux de retour à l'emploi dans les zones témoins. » Voilà, ça vaut le coup de généraliser, parce qu'on dit qu'il y a 30% de personnes qui retrouvent un emploi avec le RSA, en plus on n'est que la première année, donc on se dit, bon, 30% c'est pas mal quand même. Et puis quand on va voir les résultats intermédiaires, on tombe plus sur 0,28 points.
Donc là, si on n'est pas forcément très pointu, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bon bah, moi qui ne suis pas spécialiste en ça, je me dis, bah il est arrondi, quoi, 0,28, c'est à peu près 30%, c'est à peu près pareil. En fait, c'est pas du tout pareil. Pourquoi? Parce que les points, en fait, c'est la différence entre deux pourcentages. Vous voyez, c'est le même principe qu'en médecine, quand on fait un médicament, c'est qu'on fait un placebo, et après on regarde ce qu'on veut tester. Et le but, c'est de dire, est-ce que ce qu'on teste, ça va plus loin que le placebo? Vous voyez, c'est la zone orange, en fait, c'est ça l'effet propre qu'on essaie de voir, c'est est-ce qu'il y a un effet propre de notre médicament par rapport au placebo? C'est toujours par rapport à quelque chose. On ne peut pas juste tester un traitement sur quelque chose et dire tu te sens mieux, oui, non, bon, bah, c'est qu'il y a toujours un effet placebo à tester, des effets contextuels. Et là, en l'occurrence, notre groupe témoin, bah, c'est le RMI, c'est ce qui existe actuellement. Et, c'est pas à l'échelle, on s'en fout, hein, mais voilà, on teste une différence entre deux pourcentages, et la différence, du coup, l'effet propre, c'est de 0,28 points. Ça veut dire que 30% c'est significatif, par contre 0,28 c'est que dalle. Donc en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est que les résultats intermédiaires montraient que c'était déjà pas très efficace le RSA, mais quand on arrive à l'Assemblée, on fait croire que justement, si c'est très significatif, c'est très efficace. Le RSA est du coup généralisé depuis 2009, et il n'atteint pas ses objectifs. Donc en vrai, les vrais objectifs plus réalistes, c'est plus 700 000 personnes qui sortent du seuil de pauvreté sur 5 ans. Au moins un seuil de pauvreté, sans parler de l'emploi, c'était de sortir en plusieurs années sur deux seuils de pauvreté, et en 5 ans, on en a à peu près 150 000 qui sont sortis. 150 000 au lieu de 700 000, ça fait qu'on peut parler des résultats quand même largement en dessous. Et surtout, le problème du RSA, donc c'est quand même l'aide sociale la plus demandée en France, mais c'est un énorme problème de non-recours avec le RSA, parce qu'on s'est beaucoup focus quand on l'a créé sur des trucs très quantitatifs, donc on regarde vraiment la croissance, combien ça coûte, le taux de chômage, le taux d'auto-emploi, etc. Donc on est sur des données très statistiques, mais on ne regarde pas forcément le profil des gens, on ne regarde pas forcément comment est-ce qu'ils vivent la pauvreté, comment est-ce qu'ils font, voilà, on n'a pas forcément ce ressenti. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une politique dont les gens ont droit, ils sont suffisamment pauvres pour y avoir droit, mais ils n'y ont pas recours pour tout un tas de raisons. Et on estime à peu près à un tiers de personnes qui ont ce droit au RSA qui ne demandent pas. Globalement, il faut comprendre que la priorité en 2007, enfin 2008 du coup, c'était que la réforme soit faite. En fait, on s'en foutait des résultats, le but c'était d'avancer, de dire on va la faire, peu importe les données. Et là, du coup, ça me permet un petit peu de voir le contexte politique, comment est-ce qu'il va influencer le truc. La promesse de transformer le RNI en un truc plus incitatif, donc le RSA, c'était une promesse de campagne de la présidentielle de 2007 pour Nicolas Sarkozy. Il faut savoir que c'était plus ou moins une promesse de campagne de Ségolène Royal également. Du coup, il faut imaginer que si jamais ils voulaient vraiment faire comme ils avaient dit, vraiment de dire on généralise la politique sociale seulement si on a des données probantes, c'est que idéalement, ça aurait dû se passer genre Sarkozy est élu sur la promesse de campagne en 2007, 2008, 2009, 2010, voilà, les années passent, on teste, on expérimente, on n'a pas de résultats très significatifs, et il faut imaginer, voilà, le gouvernement Fillon, en 2011, ils arrivent devant l'Assemblée pour dire bon bah, on a testé, ça marche pas, on va pas faire. Je vois pas ce scénario-là très réaliste, donc voilà, évidemment qu'il fallait le faire, et bon bah, ça a été généralisé. Donc je pourrais m'arrêter là, mais l'avantage en fait avec les politiques publiques comme ça, c'est que l'évaluation ne s'arrête jamais. En fait, j'ai même envie de dire, elle doit jamais s'arrêter parce que le contexte politique continue d'évoluer, donc on peut constamment refaire des évaluations à l'infini avec d'autres méthodes, d'autres données. Et des années après, la Cour des comptes, par exemple, comme je disais, est revenue sur ce RSA pour essayer de voir un petit peu est-ce qu'on a toujours les mêmes effets, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est débloqué à un moment donné. Et non, on se retrouve avec effectivement un problème de non-recours assez énorme. Et eux, par exemple, quand ils refont leur évaluation, il n'y a pas une seule manière d'évaluer. Donc, ils gardent des bases de données nationales et tout, qui sont juste mis à jour. Par contre, ils vont voir d'autres indicateurs, ils vont aller plus sur du qualitatif. C'est-à-dire ils vont aller interroger des bénéficiaires du RSA. Ils ont fait un petit truc sur 9 départements. Ils font passer des questionnaires, des entretiens avec des bénéficiaires, de dire comment est-ce que vous viviez le RSA, est-ce que telle sanction ça vous a aidé à retrouver un emploi ou pas, est-ce que c'était efficace ou pas. Et donc on garde effectivement les mêmes résultats. Si je vous en parle de ça, ce rapport thématique, c'est pour vous dire quelque chose, c'est que donc il y a plein d'évaluations qui sont faites
Des fois, c'est comme en sciences où ça aboutit à des articles scientifiques dans des revues à comité de lecture. Des fois, c'est des rapports qui sont sur une armoire et personne n'y a accès. Et dans le cas de rapports thématiques, c'est fait par l'État, donc en fait, c'est rendu public. Vous pouvez aller sur le site de la Cour des comptes et voir cette évaluation-là. Et même, souvent, ce qui est fait dans ces cas-là, c'est qu'il y a un résumé accessible au grand public. C'est que le rapport en lui-même, bon, il fait genre 150, 200 pages, c'est des trucs un peu ardus. Par contre, eux, ils font ce travail-là de résumé, ils font des petites PowerPoint, ils font des petits résumés un peu accessibles au grand public, ce qui permet à chaque citoyen de se saisir un petit peu de l'évaluation et de se dire est-ce qu'il y a vraiment des données qui prouvent que le RSA, par exemple, c'est efficace ou pas, ou que les CICE, c'est efficace ou pas. Voilà, donc, je vous conseille de vous intéresser à toutes ces évaluations. Vous le savez probablement, il y a eu à nouveau une réforme l'année dernière. C'était la réforme qui crée France Travail. Ils sont pas loin d'ailleurs, faut pas que je parle trop fort. Donc c'était un truc un peu général de l'emploi. Donc voilà, il faut toujours se dire qu'est-ce qui est, dans quel cadre cette politique sociale se crée. La réforme emblématique de tout ça, c'est les heures d'activité obligatoires pour les personnes qui sont au RSA. Les personnes qui perçoivent le RSA devront faire 15 heures d'activité par semaine, obligatoire, sinon sanction, etc. Donc on renforce le côté sanction. On te dit, ok, t'as pas fait assez d'activité, hop, on t'enlève l'allocation pour un mois ou on te radie complètement. Là encore, vous voyez, c'est une promesse de campagne, il fallait le faire. Oui, on expérimente sur des départements, mais on généralise quand même, peu importe les résultats. Et qu'est-ce que c'est ces activités qui pourraient en être exonérées? Ça, c'est voté, mais on ne sait pas encore. C'est-à-dire que le reste, le détail, ça passera par décret. Mais moi, ce que je veux vous apprendre un petit peu, c'est de dire, on peut pas, du coup, quand on a une nouvelle politique, une nouvelle réforme, dans l'absolu, on peut pas être sûr que ça fonctionne ou pas. Par contre, justement, quand on s'intéresse aux évaluations des politiques publiques, ce qu'on peut faire, c'est avoir des heuristiques a priori. C'est-à-dire des jugements a priori, mais entraînés par les données précédentes. Et là, en l'occurrence, le RSA, ça existe depuis plusieurs années. Donc, par exemple, on voit qu'il y a une réforme sur plus de devoirs, plus de sanctions. Voilà, il faut plus justifier qu'on est actif quand on est au RSA. Et du coup, on peut se dire, ok, solidarité active, du coup, c'est plus de sanctions pour les gens. Mais en fait, on sait qu'est-ce que ça a comme effet, les sanctions pour les gens pauvres. Et en fait, ça les incite pas du tout. Ça renforce la pauvreté, ça renforce le mal-être. Et ça, il y a beaucoup de données qui permettent de l'attester. Du coup, si l'objectif, c'est de réformer le RSA pour qu'il soit toujours plus incitatif, a priori, sans même avoir le résultat, on a des bonnes raisons de penser que c'est pas un bon moyen pour y arriver. Je sais pas si ça vous paraît clair cette idée. C'est qu'on peut avoir comme ça des jugements a priori qui sont pas tout à fait a priori, c'est-à-dire sans aucune donnée, c'est qu'on peut les entraîner dans le jugement a priori parce qu'on a beaucoup de données précédentes des évaluations. Voilà. En guise d'un petit peu de conclusion de troisième partie, etc., on va aller un petit peu encore plus dans le détail, les questions que ça pose un petit peu. Je pense que vous êtes prêts pour ça. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes endormis? J'attendais ce qu'on me dise ouais. Bon, alors du coup, toutes ces réformes, c'est bien sympa du RSA, mais en fait, on se demande mais pourquoi globalement autant réformer le RSA? Il faut se poser un peu la question de qu'est-ce qu'il y a un petit peu comme raison derrière tout ça. D'abord, il y a le fait de transformer potentiellement le RSA en une autre aide petit à petit, progressivement, voilà, depuis le RNI. C'est qu'on va vers une logique d'échange. C'est pas un droit à survivre, à être pauvre, etc. On est sur quelque chose qui dit, ok, c'est un échange entre l'État, enfin la collectivité qui te donne de l'argent, mais en échange, tu t'engages à être un pauvre actif et que tu mérites d'être aidé. Voilà. Donc c'est une autre logique politique, et après, voilà, je dis, on peut avoir une autre conception un petit peu de dire, bon, potentiellement, il peut y avoir des minima sociaux qui sont inconditionnels, parce que c'est un droit à survivre, donc c'est un revenu de base ou salarié ou autre chose. Et dans ces cas-là, on n'aurait pas ce problème du non-recours. Ou alors, c'est faire des économies. C'est basique, hein, mais plus on a des régimes de sanctions, plus on peut radier facilement, donc plus on peut faire des économies dans les budgets publics. Vous pouvez encore une fois être d'accord, hein, je ne suis pas là pour donner mon avis personnel. Par contre, si vous êtes effectivement dans cette idée qu'il faut réformer le RSA pour que ça coûte moins, ou pour avoir une dépense publique plus efficace, je vous demande, est-ce que vous n'êtes pas beaucoup plus scandalisé par les trucs comme le CICE, les crédits d'impôt?
Parce que ça, pour le coup, comme truc qui coûte beaucoup d'argent public et qui sont pas très efficaces, je pense qu'il y a peut-être un enjeu là-dedans. Ou alors, ça c'est l'objectif affiché par Martin Rios, etc., c'est de dire que on va être au plus près de la recherche, on va au fur et à mesure évaluer, on va regarder ce qui marche et ce qui marche pas, et être au plus près de la science. Bon, globalement, on veut tous être basés sur la science, on veut tous avoir les données les plus probantes possibles. La science, c'est vachement bien, on est tous d'accord. Par contre, là, visiblement, c'est pas ce qui s'est passé avec le RSA. Les données ne sont pas incluses dans la prise de décision politique, visiblement, on va dire. On peut vraiment parler d'expérimentation, de tronquage des résultats, etc. D'ailleurs, globalement, le fait qu'on expérimente beaucoup plus dans les politiques sociales que dans les autres champs des politiques publiques, je trouve ça en dit long. Typiquement, est-ce qu'on expérimente des trucs comme le CICE et on regarde vraiment ce qui marche et ce qui marche pas? Un peu moins. C'est beaucoup plus les politiques sociales, vous voyez, qui sont soupçonnées de pas trop marcher, faut prouver que ça marche vraiment contre les pauvres. Et globalement, il y a une notion de symbole, il y a une notion d'image, on voit qu'on fait ce genre de réforme. Bon là, il y a un peu été provocateur du coup dans l'idée que c'est toujours envoyer un message à des électeurs avant la campagne ou après, de dire regardez, on a mis les gens au travail, les pauvres, on les paye pas à rien faire, ils sont actifs. Vous voyez, on montre qu'on fait la chasse aux pauvres inactifs. C'était pareil, là encore, c'était pas que le gouvernement qui est en place. Il faut se dire, est-ce que c'était pas une promesse de campagne d'autres partis? Oui, Pécresse, c'était un truc qu'elle avait défendu à l'époque de la présidentielle. Il y a toujours une part de message et d'image envoyée quand on fait une politique publique, une part de symbole, qu'on le veuille ou non. Et les partis politiques qui s'en foutent complètement d'image, ils ne seront jamais élire de toute façon. Donc on ne peut pas évaluer leur politique de toute façon. Mais en tout cas, voilà, on a des différentes raisons qui peuvent pousser à faire une réforme. Ce qui m'amène du coup un petit peu une sorte de pré-conclusion qui est le fait que l'évaluation des politiques publiques, c'est quand même vachement important. Parce que là, je vous parle du CICE, du RSA, donc bon, ça fait un peu négatif. Mais rappelez-vous quand même des belles histoires comme celle de la moustiquaire que même si c'est très complexe, c'est vachement important pour construire des bonnes politiques publiques de se saisir de cet outil. Et que c'est un outil, donc, potentiellement, il faut être utilisé par nos adversaires comme par nos alliés. Mais c'est un choix politique de dire qui est-ce qui évalue quoi. Et quels indicateurs on va regarder, quels choix méthodologiques on fait, qui on met autour de la table pour l'évaluation. Donc, c'est ce que je disais avec mon histoire des clowns, c'est que si on interroge un patron ou un salarié, ils ne vont pas avoir les mêmes intérêts, donc l'évaluation ne va pas être la même. Et si on va regarder que du qualitatif, des grands tableaux statistiques, on ne va pas forcément avoir le même rapport aux personnes et aux politiques publiques qui sont faites. Il y a assez rarement des données inventées dans l'évaluation des politiques publiques. Par contre, il peut y avoir beaucoup de gens qui vont tripatouiller les données dans le sens qui les arrange. Et du coup, c'est bien, par exemple, quand on a des grosses évaluations, d'aller chercher plutôt des scientifiques qui ont des paradigmes différents les uns des autres. Ouais, quand on parle d'économie, par exemple. Ça peut être pas mal. Au passage, le fait d'évaluer, par exemple, une politique publique en économie, naïvement, on dit, OK, quel est le taux de croissance, quel est le PIB, quel est le machin. C'est un indicateur. Et à Grenoble, on a une spécialité de parler des nouveaux indicateurs de bien-être. Le bien-être, c'est-à-dire l'important d'une politique publique, c'est l'impact social sur le bien-être des gens en général. Et dans le bien-être, il y a la vie démocratique, il y a la santé, il y a tout un tas de choses. Et du coup, de là, on a fait un petit peu des indicateurs de bien-être un peu plus larges. Mais il y en a d'autres, il y a les indices de développement humain, par exemple, qui sont en place depuis quelques années. On a un peu cette image qu'à droite, ils veulent réduire absolument les budgets, les dépenses, etc. À gauche, ils veulent dépenser sans compter, ils s'en foutent du lendemain. En vrai, tout le monde, quel que soit son bord politique, veut des dépenses publiques avec un plus fort impact possible. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Par contre, voilà, quand il y a un euro public dépensé, c'est un peu normal de se dire on va évaluer pour qu'il y ait la plus d'efficacité possible. Parce que le CICE, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact. C'est juste que l'impact par rapport aux moyens dépensés est très faible. Donc on peut se dire on peut essayer d'avoir un impact différent. Donc, politique publique, du coup, voilà, j'ai un peu essayé de vous le faire comprendre avec cette conférence, que c'est vachement complexe, c'est contextuel, etc. Mais encore une fois, on a tous nos objectifs, mais quel que soit notre bord, on peut se dire que c'est mieux si on a des bonnes données pour appuyer nos débats. Vous voyez, qu'on ne reste pas dans l'image et qu'on se dit, voilà, quelles sont les données par rapport à ce débat, quel est l'état du réel à l'instant T. Enfin, on a un enjeu pour la transparence de rendre compte, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen, on va dire, pour
permettent de rendre compte de l'activité politique à un instant T, c'est de dire est-ce que les moyens qui sont mis en place atteignent bien les objectifs. Et je pense qu'il faut viser un peu une certaine transparence, de dire voilà, quand il y a des rapports, enfin des politiques publiques qui sont faites, qui dépensent beaucoup d'argent, qui impliquent les moyens de l'État, bah, c'est normal qu'il y ait à un moment donné une évaluation qui soit faite pour voir est-ce que c'est efficace ou pas. Genre le ruissellement qui ne marche pas, bah, c'est important de savoir que ça marche pas. Vous voyez, s'il y a beaucoup de résultats qui convergent, bah, c'est important que la plupart des gens soient au courant que la théorie du ruissellement ne fonctionne pas si on leur demande est-ce que vous voulez mettre en place une taxe sur les ultra-riches par exemple. C'est un peu l'idée. Du coup, qu'est-ce que j'ai envie que vous reteniez un peu de toute cette conférence avant de passer un peu aux questions? Bah déjà, tout ce qui est prétention, l'objectivité, le pragmatisme, le réalisme, en mode il faut faire ça. Bah, on a beaucoup de gens qui ont voilà, cette idée qu'il y a une bonne politique publique. C'est jamais vraiment atteint cette idée de neutralité, d'objectivité, même quand on a effectivement des données et de la rigueur scientifique. Elle n'est jamais vraiment atteinte, alors que quand on dit regardez, il y a une expérimentation scientifique, les données fondées sur la science, etc., ça a un impact évidemment fort dans les débats. Du coup, il faut un petit peu s'en méfier quand même. Il faut vraiment regarder comment est-ce qu'une évaluation est faite. Vous voyez, quand on regarde quelque chose, on se dit ok, quand il y a les chiffres qu'on entend, quels sont les chiffres qui sont faits, comment est-ce qu'ils ont été produits, est-ce que ça a été évalué, qui l'a évalué, etc., etc. Et essayer d'aller aussi au-delà des symboles. Quand vous avez une politique qui arrive, une réforme qui est faite, etc., regardez pas juste le symbole, l'image que ça suscite en vous, l'affect que ça suscite en vous. Demandez-vous s'il y a vraiment des données qui attestent tel moyen atteint tel objectif. J'ai mis les uniformes scolaires, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une expérimentation sur les uniformes scolaires à l'école publique française. Et en fait, à un moment donné, je me retrouve à parler de ça avec ma grand-mère, qui est, on va dire, plus à droite que moi. Donc voilà, on parle là, c'est du conformisme, etc. Ah, moi je suis pas d'accord, c'est machin. Ah, moi je suis d'accord parce que machin. Et en fait, bon, je me suis rendu compte que comme elle, en fait, je faisais mon avis sur ce truc-là, surtout sur l'image que ça suscitait en moi. Et en fait, j'avais pas vraiment de données, j'étais pas du tout allé regarder sur est-ce que vraiment les objectifs sont atteints ou pas. Et à chaque fois, on a des trucs de dire, bah ok, ça c'est l'objectif. Regardons dans tel autre pays qui a des uniformes scolaires, est-ce que cet objectif a l'air d'être atteint ou pas? Est-ce qu'on a des bonnes raisons de penser que ça va avoir un impact positif sur les objectifs des uniformes scolaires? Intéressons-nous plus aux objectifs vraiment qu'aux symboles et essayons d'être honnêtes quand même par rapport à tout ça. C'est que, voilà, essayons d'aller regarder les données, mais essayons de les prendre vraiment pour ce qu'elles sont et pas juste les prendre à les regarder quand elles nous arrangent ou quand elles n'arrangent pas les adversaires, vous voyez. Quand on fait l'évaluation. Pour prendre un peu une image, c'est un peu la même démarche quand on veut aller se peser. Vous voyez, quand on veut aller se peser sur la balance, c'est pas forcément agréable, mais à un moment donné, on se dit je veux me peser, et du coup, il faut accepter, quel que soit le chiffre qui est mis, il faut l'accepter. Après, ce qu'on fait de ce chiffre, c'est une décision qui nous appartient, mais voilà, il faut à un moment donné se dire je veux savoir ce chiffre-là et je l'accepte comme il est. C'est justement sur cette note que je conclue cette conférence. Merci à vous de m'avoir écouté. Si vous voulez lancer des débats, avoir des questions très très longues, très très enflammées, je vous conseille de passer plutôt par mail, soit le mail de l'asso, soit le mien personnellement. Voilà, je vous répondrai avec plaisir. Oui, moi j'ai une autre question. Là, je suis un peu perdue sur le périmètre parce que là, j'ai l'impression qu'on se dit il y a un seul objectif, par exemple économique. Du coup, on va la regarder la situation économique. Mais finalement, pour moi, à l'échelle politique, c'est beaucoup plus large. Et si on fait pas une analyse systémique, ça perd un peu son sens. Du coup, à quel point on va aussi regarder, je sais pas si ça a des impacts sur la santé des gens, sur plein de choses. Et du coup, aussi les profils des gens qui font ces évaluations, du coup, est-ce qu'ils sont experts dans tout ou est-ce qu'ils sont plutôt faire de la méthode? Enfin, je comprends pas trop comment ça se fait. C'est tout le problème, en fait, c'est que toutes les politiques publiques vont avoir des impacts même marginaux sur l'ensemble de la société, sauf que tu peux pas évaluer, enfin, tu peux pas prendre tous les indicateurs de tous les domaines à chaque évaluation de politique publique. En fait, c'est trop large, en fait, c'est beaucoup trop large. Du coup, à un moment donné, comme je dis, c'est toujours une question de choix et d'objectif de qui évalue et qu'est-ce qu'il cherche à évaluer. Du coup, si c'est vraiment un truc c'est une politique de l'emploi, donc on va vraiment regarder des trucs liés à l'emploi spécifiquement. Et potentiellement, il va y avoir à un moment donné une volonté politique ou une volonté vraiment de l'évaluateur de dire, ok, ça se parle de l'emploi, mais moi, mon truc, ça va pas être de regarder juste des gros indicateurs, c'est vraiment d'aller regarder l'impact sur la santé, l'impact sur ci ou ça. Et du coup, on peut
pas avoir une seule évaluation qui est vraiment objective de l'ensemble de l'impact social. Par contre, tu peux te dire qu'on développe la culture d'évaluation pour en faire plein de manières différentes. Et aussi, tu peux faire comme dit, ils font par exemple dans la métropole, te dire on va évaluer globalement des impacts de politique sociale avec plein d'indicateurs sur plusieurs domaines. Donc, comme je dis, un peu la santé, un petit peu la vie démocratique, un petit peu l'environnement. Et ça, comme je dis, c'est quand même toujours une volonté politique de se dire on va pas regarder que l'indicateur de croissance, notre boussole, ça va être un truc plus général de l'impact social, quoi. Ouais, vous avez parlé d'évaluation, mais également de conseil. Selon vous, pour moi, il y a une grosse différence parce que le conseil ne peut pas être neutre. Alors que l'évaluation, effectivement. Je pense pas non plus qu'elle puisse l'être, mais. Mais l'évaluation, on peut dire que normalement, là, ce que vous avez fait pour critiquer certaines mesures du gouvernement, c'est un peu de l'évaluation en disant, voilà, selon les objectifs affichés, on n'a pas atteint parce que mathématiquement, ça tient pas de la haute main. Mais le conseil, qui doit conseiller déjà? Et moi, le conseil ne peut être que politique, parce que la politique part d'un principe, part de certains données préalables, des paradigmes, etc. Mais le conseil, alors que l'évaluation peut être. Oui. Moi, j'aurais tendance à dire que tout est politique, donc les conseils comme l'évaluation ne sont pas neutres. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi de se dire il y a plusieurs types d'évaluation. Sans rentrer dans le détail, par exemple, ce que fait Esther Duflo, c'est vraiment l'évaluation par l'épreuve. Donc, on teste vraiment une politique publique. On dit, OK, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les moyens mis en place, machin. À la fin, on peut dire ça marche ou ça ne marche pas. Et du coup, la personne qui a sa politique publique évaluée, potentiellement qui finance le labo de recherche, potentiellement, il peut financer pour qu'on lui dise à la fin que ça ne marche pas. Donc déjà, c'est un petit peu un enjeu, mais il y en a qui disent, OK, je joue le jeu, je dis, OK, je suis prêt à prendre le risque. Comme ça, si ça marche pas, j'aurai aussi le beau rôle de dire, OK, j'accepte, je joue au jeu, je change. Mais disons que les conseils vont souvent découler, on va dire, de la méthodologie effectuée. Donc, par exemple, si on est dans une dynamique comme Esther Duflo, elle n'a pas forcément, avec son laboratoire, un agenda pour pousser telle ou telle politique publique. Par contre, du coup, quand elle va faire un truc pour dire ça marche, ça marche pas, à la fin, forcément, elle va dire, voilà, par rapport à tout ce qu'on a fait, ça me paraît nécessaire de dire que faut continuer cet aspect-là. Par contre, si on veut continuer tel autre aspect, il va falloir le changer dans ce sens-là. C'est pas très clair comme dit comme ça, mais dans l'idée, voilà, il y a une cohérence, on va dire. Et après, quand c'est, par exemple, des cabinets de conseil type McKinsey, des grosses multinationales qui sont des boîtes privées, forcément, les conseils, comme tu dis, vont pas du tout être de même couleur politique que si c'est un fonctionnaire de la Cour des comptes ou si c'est un fonctionnaire de tel département. Voilà, il y a une infinité, quoi. En attendant peut-être qu'il y ait une autre question, du coup, donc, comme disait Hugo en intro, on a des conférences tous les mois. Donc la prochaine, c'est sur le libre arbitre. C'est par Aurèle Durand. Voilà, on passe du coq à l'âne. Ensuite, on continue en juillet, ce sera une petite session quiz un peu plus détente, mais quiz d'esprit critique. Ouais, c'est un peu particulier. Et cet été, on fait l'été au parc Paul Mistral avec des ateliers. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, on a une newsletter. On est sur LinkedIn, sur Facebook, voilà. Donc on essaye de faire plein d'événements et d'être le plus actif possible. Voilà, l'asso existe depuis cette année, donc on est tout jeune, mais on est bien actif. Donc, voilà. Oui, je voulais juste une petite question. Est-ce que dans les études, les données utilisées sont toujours des données publiques ou non? C'est une très bonne question, un truc que j'ai oublié de dire. Ça dépend beaucoup. En fait, des fois, ils font ce qu'on appelle de l'open data. Je vous en parlais quand je parlais de la Cour des comptes. Quand ils font de la Cour des comptes leur enquête sur le RSA en 2022, ils font avec des bases de données, l'ORENSE, France Travail, Pôle emploi du coup, avec des données publiques. Ils créent des données entre guillemets en allant faire des questionnaires auprès des bénéficiaires, et à la fin, les tableaux sont mis en ligne publiquement. Donc c'est une démarche qu'on appelle l'open data, c'est que ça devient du coup des données publiques quand ça n'en est pas. Et du coup, il y a d'autres équipes qui peuvent reprendre les données avec d'autres méthodologies, avec d'autres angles, justement pour voir si ce travail a bien été fait ou est-ce qu'il ne faut pas rajouter d'autres variables, croiser ça un petit peu.
Et j'ai fait un stage au département d'Isère. Bah voilà, par exemple, il y avait un gros budget qui était fait sur l'open data de l'Isère pour mettre en place toutes les données qui sont créées soient mises en rendu public. Donc ça a beaucoup d'avantages. Et, malheureusement, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que des fois, justement, on a des évaluations qui sont faites sur des études d'impact qui sont faites et c'est des rapports qui sont un petit peu tenus secrets. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Il y a eu pour la réforme des retraites, donc il y a eu des débats à l'Assemblée. Il y avait du coup Olivier Dussopt qui parlait des retraites à 1200 € en disant ouais c'est vachement bien la réforme, il y aura plein de gens qui vont arriver à une retraite à 1200, ça va être trop bien. Et les députés ils disent mais combien avec l'étude d'impact qui était faite. Donc il y avait des études d'impact de je crois la Cour des comptes ou le Conseil d'État. C'est le Conseil d'État qui faisait ça. Et c'était pas une donnée publique, c'était un rapport du Conseil d'État qui était destiné vraiment au gouvernement. Et à un moment donné, il y a un député qui a dit c'est pas normal, donc il lui dit donnez-moi un chiffre. Et Dussopt a sorti un chiffre genre 4000 je sais pas quoi. Et Jérôme Guedj, du coup un des députés, est allé vraiment voir le Conseil d'État en disant donnez-moi d'où est-ce qu'il sort ce chiffre. Il a pu tomber sur effectivement le dossier en question et voir que le chiffre sortait de nulle part et que c'était pas un chiffre qui était dans le rapport. Et du coup, forcément, que ça a un impact quand tu reviens devant le ministre pour dire, votre chiffre, vous le sortez de votre cul, ça ne marche pas. Votre chiffre, ou alors est très évalué, c'est plutôt 2000, plutôt 4000. Voilà, donc du coup, il y a un impact à rendre un maximum les données transparentes pour que justement chacun puisse se saisir un petit peu du truc et pas qu'on se retrouve comme avec le RSA avec des chiffres un petit peu tripatouillés, on doit faire confiance et un petit peu être tributaire de la bonne foi de la personne qui nous raconte ça. Voilà. Écoutez, merci à vous. Est-ce que pour s'assurer que la méthode d'évaluation est justement honnête, est-ce que le principe de base, ce n'est pas de communiquer les indicateurs au moment de la mise en place des objectifs de façon à faire un indicateur neutre et non pas d'utiliser l'indicateur qui va être le plus profitable au moment de l'évaluation? Oui, en général, c'est fait, effectivement. On dit il y a une infinité de manières d'évaluer, donc c'est dur de rentrer dans le détail, mais ce que vous dites, c'est souvent fait, c'est-à-dire que, par exemple, le comité de suivi du CICE, les comités de suivi qui sont mis en place, sont faits, genre, on dit on va expérimenter une politique publique, et dès le début, on dit nos indicateurs de réussite ou de défaite, entre guillemets, c'est cela. Du coup, ces indicateurs seront ceux qu'on va utiliser avant même que l'expérimentation, l'évaluation commence. Et du coup, on évalue, et à un moment donné, ça s'arrête. On dit, OK, là, on stoppe, on regarde les indicateurs. Et du coup, on peut idéalement avoir justement des résultats qui en arrangent certains et pas d'autres, mais tout le monde est obligé d'accepter. Quand on teste un traitement dans notre domaine, pour le coup, c'est très important, effectivement, d'avoir un protocole où, à l'avance, avant de déployer les résultats, on sait très bien si à partir de quand ce traitement est significativement efficace ou pas. Et du coup, dans les politiques publiques, c'est souvent fait, effectivement, de dire, on va regarder les indicateurs dès le début. Et mais le problème, c'est que, c'est qu'il y a une infinité d'indicateurs dans les politiques publiques. Donc, il y aura toujours avoir une autre équipe qui l'année d'après pourra dire, on va reprendre les mêmes chiffres, mais on va rajouter nos indicateurs qui je pense, manquaient. Et du coup, potentiellement, ça va plus nuancer le premier résultat. Mais c'est aussi ce que je trouve beau, un petit peu, ce côté, s'interroge tout le temps, c'est jamais terminé, etc. Un peu poétique. Merci à vous, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et au mois prochain, voilà, pour Oren. Ouais, et puis, n'hésitez pas si vous trouvez que ce qu'on fait c'est bien, voilà, si vous voulez aider l'asso ou même devenir membre, n'hésitez pas à nous contacter. On organise aussi des moments en dehors des conférences pour échanger, se rencontrer, discuter. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous trouvez ça sympa. En tout cas, on essaye d'être sympa. Donc voilà, merci à tous encore et merci à Hugo. Merci.